Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Oh, que ça promet en vue des élections l'automne prochain, je vous le dis, là. Ceux qui avaient déjà donné la victoire à un ou à l'autre, attention, on se dirige peut-être vers une lutte à trois. En tout cas, quand on regarde les résultats du plus récent sondage Synopsis La Presse ce matin, un sondage réalisé du 5 au 8 juin. Le Parti québécois est toujours premier, 31 % dans les intentions de vote, plus 1. Le Parti libéral, 25 %. Dans ce cas-ci, c'est une chute, une dégringolade de 5. Et la CAQ est troisième avec 21 % en augmentation de 3. Marc-André Leclerc est analyste politique. Salut Marc-André. Bonjour Alexandre. Bon, c'est quoi ton regard sur ce plus récent sondage-là? Comment tu vois un peu la suite des choses? Puis comment t'expliques aussi la montée puis la descente de certains? Ben, clairement, Alexandre, lorsqu'on regarde, oui, les intentions de vote que tu viens de nous donner, mais lorsqu'on regarde également les sous-questions, là, et souvent, c'est là qu'on trouve des fois des raisons pour, justement, répondre à la question que tu viens de poser par rapport au fait que comment on peut expliquer, cette baisse-là de Charles Milliard, également la montée de la CAQ. Et c'est lorsqu'on va plus loin dans le sondage et là qu'on regarde un peu qui ferait le ou la meilleure premier ou première ministre là, pour le Québec. Et c'est là qu'on retrouve donc la question simple. Qui ferait le meilleur premier ministre? T'as Paul Saint-Pierre Plamondon à 24 et par la suite, t'as Christine Fréchette à 21 et après ça, Charles Milliard à 15. Donc, on voit que M. Milliard, 25 % des Québécois votent pour les libéraux. Seulement 15 % disent que c'est lui qui ferait le meilleur premier ministre. Donc, il tire son parti vers le bas, Marc-André. M. Milliard tire son parti vers le bas. Sans doute également un déficit de notoriété comparé aux autres. Mme Fréchette bénéficie du fait d'être première ministre, de faire des annonces. Elle bénéficie à ce niveau-là. Et également, lorsqu'on va plus loin dans le sondage, lorsqu'on regarde là, dans l'ensemble de la population, puis on va sur qui est la personne la plus compétente, inspire confiance, fait preuve de leadership, capable de faire face à un défi, honnêteté, transparence, représente le changement. Bon, c'est sûr que lorsqu'on dit représente le changement, c'est pas Mme Fréchette qui est première. Mais lorsqu'on remonte dans les premières catégories, compétence, inspire confiance, il y a une chaude lutte là, entre Christine Fréchette et Paul Saint-Pierre Plamondon. Donc, pour moi, pour répondre à ta question, petit détour, Alexandre, pour répondre à ta question, mais je pense que c'est le fait que au niveau de l'image, Madame Fréchette inspire confiance, inspire la compétence, donc elle tire la CAQ vers le haut, surtout dans une tranche d'âge bien précise, les 55 ans et plus. Parce que là, lorsqu'on regarde chez les 55 ans et plus, dans les intentions de vote, c'est PQ 31, la CAQ à 30 et les libéraux à 28. Donc, on sait pourquoi on parle autant des 55 ans et plus, parce que c'est ceux-là qui vont le plus voter lors des élections générales. Je vais même en rajouter une couche, Marc-André, parce que dans le cas de Christine Fréchette, c'est clair qu'il y a un effet Fréchette, là. Sur le plan des relations publiques, sa mission à Washington, sa mission en Europe, une annonce à chaque jour ou presque, dans le sens que je pense qu'elle a su se positionner dans l'esprit, en termes... dans l'opinion publique, comme une première ministre proactive qui a réussi à mettre un peu son empreinte sur le parti. Maintenant, est-ce que c'est gage de victoire? Ben non, c'est encore beaucoup trop tôt. Charles Milliard, 16 % d'appui seulement chez les francophones pour le Parti libéral du Québec. Puis on parle beaucoup du déficit de notoriété. Je vais vous amener un peu dans les coulisses, là. Une émission comme ce matin, comme une émission du matin, bien sûr que là, au lendemain de ce week-end, les libéraux étaient réunis en conseil général. Oui. Mettons, là, t'es relationniste, tu l'as été conseiller, puis t'as été chef de cabinet, Marc-André. Là. Exact. Ta formation politique vient de faire un conseil général, un gros show, puis après ça. Toi, le lundi matin, là, ton chef, là, tu veux qu'il soit partout? Tu veux qu'il soit dans les émissions du matin? Ah, M. Milliard n'était pas disponible lundi. On nous envoie André Fortin. M. Fortin, j'ai beaucoup de respect pour lui. Il est excellent. Très bon. Mais le chef, c'est Charles Milliard. Tu sais, à un moment donné, c'est des réflexes de relations publiques. Quand ton chef, de un, a un déficit de notoriété, qui a fait les manchettes dans les dernières semaines, pour les mauvaises raisons. Moi, promène-toi dans la rue, là. Charles Milliard. Ah, OK, ouais. Ben oui, c'est le gars des deux langues officielles au Québec. Je suis convaincu que ça a marqué l'imaginaire. On parle d'un lapsus pour les libéraux, c'est correct, là, de spinner cette ligne-là.
Mais fais-les connaître, ton chef, fais-les connaître pour les bonnes raisons. Oui, un, faut que tu le fasses connaître, puis deux, faut que ton message soit aligné, Alexandre. Et c'est ça peut-être qu'on peut souligner avec les libéraux présentement. C'est M. Milliard est arrivé, post Pablo Rodriguez, mais après ça, c'est quoi son message justement sur la langue française? Quand on nous dit en fin de semaine à Sherbrooke qu'il va proposer des éléments qui vont faire en sorte qu'on va mieux protéger la langue française que ce soit la CAQ ou les péquistes, ben, je veux bien, mais faut nous présenter justement ce que vous allez faire de mieux. Et En présentement, quoi choisir un cégep anglophone ou de l'éducation en anglais, ça va permettre autre chose que d'angliciser le Québec. Tu sais, c'est ce genre de proposition. Ben, c'est ça, mais c'est là, Alexandre. Je veux dire, d'un côté, on nous dit ça, puis d'un côté, on nous dit qu'on va mieux protéger que l'ensemble des autres formations politiques. Moi, je veux bien. Moi, je suis toujours prêt à donner la chance aux coureurs, mais montrez-nous concrètement comment vous allez le faire. TGV. Ça, c'est un sujet, hey, depuis le début de l'émission, là, il y a de la boucane qui sort de notre ordinateur tellement que la messagerie est en feu. OK? Ça polarise beaucoup. Ouais, c'est Sorti sûr. hier de Paul Saint-Pierre Plamondon qui dit, moi, si je suis premier ministre, le Québec, on sortir de ça, puis envoyez-nous un chèque de 40 milliards de dollars, puis on va l'investir dans nos infrastructures parce que nos infrastructures ont besoin d'amour. Dis-moi, est-ce que le Parti québécois est en train d'inventer des revenus pour sa prochaine plateforme électorale? Est-ce que réellement il peut demander ça à Ottawa? Non, c'est ça. Il y a deux choses là-dedans. On peut être contre le projet. OK? Puis on peut avoir des questions, puis comment ils gèrent ça sur le terrain. Tout ça est légitime. Une formation politique peut décider de dire, ben moi, ce projet-là, je le veux pas, puis je pense qu'il devrait pas être bon, puis on devrait le mettre aux poubelles, ça. La légitimité de ça est là, ça c'est clair. De l'autre côté, commencer à nous dire, c'est là que la sortie, je trouve, du Parti québécois là, a manqué un peu de finition. De commencer à dire, on va aller chercher, vu qu'on se retire, on va aller chercher le 40 milliards du projet dans lequel on veut pas participer. Bon. Monsieur Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois, Alexandre, ont pris une ancienne formule. Donc, des fois, tu sais, t'as un programme X que le fédéral lance, ben là, tu dis au Québec, ben nous, donnez-nous l'argent, on va faire ce qu'on veut avec. Mais si le Québec n'est pas là, il n'a pas de projet de TGV. Fait qu'il n'a pas de 90 milliards ou 200 milliards, peu importe le chiffre qu'on prend. Fait que les 40 milliards que le Parti québécois nous dit, il n'existe pas, puis il se fera pas. Puis c'est pas vrai que le fédéral va donner 40 milliards d'un projet finalement qui n'aura pas lieu à cause du gouvernement du Québec, par exemple, si c'est le PQ qui forme le gouvernement. Donc, c'est là que ça ne tient pas. Moi, ce que je vais surveiller lorsqu'on va se reparler à la fin, tu sais, lorsqu'on va être ensemble à la fin août ou probablement plus en septembre, lorsqu'on va avoir la plateforme électorale complète avec le cadre financier du Parti québécois, j'espère qu'on va pas aller rajouter une ligne, tu sais, revenus supplémentaires 40 milliards. C'est drôle que tu dises ça. Regarde, Vincent de Montréal, notre auditeur, se questionne. Est-ce que le PQ veut faire son budget de l'an 1 avec le potentiel 40 milliards de dollars? Non, mais là, ça fonctionne pas, là. Ça fonctionne pas. Des fois, tu peux le faire, des transferts de plus, mais là, ça fonctionnera pas. Donc, ça va être intéressant de voir comment cette position-là du Parti québécois va évoluer dans les prochains jours. Et un mot sur ce qui va se passer à Ottawa aujourd'hui. Le fédéral dépose un projet de loi pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Est-ce que c'est réaliste d'emprunter cette voie-là ou au contraire, il faut légiférer peut-être pour punir davantage les géants du web qui ne sont pas capables d'encadrer leur plateforme, qu'il faut punir davantage les gens qui intimident en ligne? Ou même, tu as vu le dossier dans la presse ce matin là, sur les deepfakes, les hyper-trucages au niveau de la sexualisation pour les enfants, les adolescents, des gestes qui détruisent les réputations. Puisque le gouvernement peut vraiment faire quelque chose. Oui, ben, on peut encadrer. Bon, là, la beauté ou ce qui est moins beau de la chose, c'est qu'on n'a pas encore le projet de loi, Alexandre. On le sait pas. On nous dit qu'on va interdire ça aux 16 ans et moins. Au niveau sur le terrain, au niveau pratico-pratique, comment tu fais ça, là? Comment tu le fais vraiment? Ils vont avoir accès pareil à différentes façons où on va dire tel ou les plateformes pour qu'ils soient accessibles aux 16 ans et moins, vous devez remplir tel critère. Fait on va se retrouver à la fin. Moi, j'ai des gros doutes, Alexandre, que ça, c'est applicable. À la fin, il y a une responsabilité parent. Puis je sais là que c'est un enjeu pour, je veux dire, moi j'ai deux jeunes filles à la maison d'âge primaire.
les tablettes, ça fait partie des vies, tu essaies de contrôler ça, tout ça. Nous, comme parents aussi, on n'est pas exemplaires non plus sur les médias sociaux, on n'est pas exemplaires sur notre consommation du temps d'écran, mais de commencer à dire qu'on va l'interdire, puis qu'un enfant de 15 ans n'aura pas accès, je trouve qu'il se mettre un peu la tête dans le sable, là. De commencer à penser que vraiment c'est faisable. Moi, j'ai des gros doutes là-dessus. Fait qu'on va lire le projet de loi, Alexandre, puis sans doute qu'on pourra en parler ensemble demain, là. Ça va tomber à peu près vers 17h ce soir. Merci Marc-André. Salut. Merci, Alexandre.